Le sujet de Mike Pérez. Comment faire des économies avec les impôts? Eh bien, les bons tuyaux, ça rime en haut aussi, c'est avec Mike. Bon, normalement, t'es censé déjà avoir rendu ta déclaration. Hein. Non, moi j'ai déjà prolongé un bout. Mais voilà, j'allais dire, t'es comme la plupart des gens. Bon, de toute façon, il y a un délai de tolérance. En tout cas, dans le canton de Vaud, jusqu'au mois de juin, il te court pas trop après. Si au mois de juin, t'as toujours pas renvoyé ta déclaration, là, en règle générale, tu reçois un petit courrier te disant que ce serait bien que tu le fasses. Mais tu peux demander de toute façon une prolongation, un délai. Encore prolonger. Ouais. Sans que ça ne coûte rien. Ça dépend des cantons. Il y a des cantons, si tu demandes une prolongation, ils peuvent te facturer effectivement un émolument. Dans le canton de Vaud, c'est pas le cas. Alors, si tu n'as pas encore fait ta déclaration d'impôt, déjà, moi, personnellement, le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est donne-le à une fiduciaire. Je crois que je vais faire ça. Parce que tu t'évites de nombreuses prises de tête. Ouais, ça coûte un petit peu d'argent, c'est vrai, et je ne suis pas actionnaire d'une fiduciaire, qu'on soit bien clair. Ça coûte un tout petit peu d'argent, mais si tu tombes sur une bonne fiduciaire, quelqu'un en qui tu as confiance, et c'est mon cas en l'occurrence, c'est vrai que tu t'évites tellement d'angoisse, de prise de tête, de préoccupation, et surtout la peur justement de faire faux et d'oublier des déductions. Parce que si tu déclares pas assez ou que tu déduis trop, t'inquiète pas que les impôts ils vont te rattraper, puis ils vont te dire non, ça joue pas, vous pouvez pas déduire tout ça. Mais si tu as oublié de déduire quelque chose auquel tu as droit, peut-être que même eux ils savent pas que tu avais droit à cette déduction, donc ils peuvent pas forcément le savoir. Donc il y a 2-3 petites choses auxquelles il faut faire attention. Il y a pour commencer les trajets entre ton domicile et ton lieu de travail que tu peux déduire. Ça dépend aussi de tes horaires. Est-ce que tu dois y aller avec ta voiture privée, enfin ton véhicule privé, ou bien est-ce que tu peux t'y rendre en transport public? Est-ce que les horaires le permettent? Ça c'est une grosse différence, mais ça vaut la peine effectivement de savoir quels moyens de locomotion tu as droit. C'est ça. Et puis tu peux déduire tout ça, que ce soit des abonnements CFF ou de zones tarifaires ou des choses comme ça. Tu peux déduire ça de ton revenu net en fait. Les repas qui sont pris également à l'extérieur, si tu n'as pas le temps de rentrer chez toi à midi, que tu dois manger, que ce soit sur ton lieu de travail ou même à l'extérieur, donc au restaurant ou autre, il y a des déductions qui sont possibles. Après, si par exemple ton employeur te propose une cantine à des prix avantageux, là tu pourras pas forcément avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Voilà, tu pourras pas forcément tout déduire, mais ça vaut la peine effectivement de bien analyser la situation. Tout ce qui est formation continue, tu peux déduire. Si tu suis quelque chose en parallèle de ton travail, tu peux déduire tout ça. Si c'est ton employeur qui paye, évidemment tu vas pas pouvoir déduire, mais si c'est toi qui prends en charge d'une formation continue, tu peux déduire tout ça. Tout ce qui est prévoyance professionnelle, notamment tout ce qui est 3e pilier, tu peux déduire. Ça aussi c'est des choses qui sont importantes. C'est de l'argent que tu vas dépenser, c'est sûr, puisque tu vas investir dans un 3e pilier, mais tu peux le déduire, et ça peut être très avantageux d'un point de vue fiscal, aussi bien donc pour le 3e pilier que pour le 2e pilier. Là aussi, le seul conseil que je puisse te donner, adresse-toi à une assurance qui elle te dira exactement quoi faire, comment faire au mieux pour effectivement optimiser ton investissement et donc déduire au mieux ces choses de tes impôts. Si tu as des dettes, les intérêts, tu peux les déduire également. Je pense aussi notamment aux dettes hypothécaires si tu es propriétaire. Et puis l'impôt anticipé. Quand tu gagnes à la loterie, par exemple, tu sais que quand tu as des gros gains, tu as un 35% d'impôt anticipé qui est prélevé. Tu peux le récupérer, en tout cas en partie, mais à condition que tu déclares ce gain. C'est pour ça qu'ils le font. Donc faut pas oublier de le mentionner tout cela, parce que tu vas pouvoir récupérer une partie de cet argent-là. Donc voilà, ce sont quelques petites astuces auxquelles on pense pas forcément, mais dont il faut bien tenir compte au moment de remplir ta déclaration d'impôt. Très bien, je pensais pas commencer la semaine comme ça, parler impôt avec toi. Par contre, boire un pot, ça serait cool. Alors, quand tu veux, avec grand plaisir. Pour l'apéro, ça peut être bien. Bienvenue dans le Morning Show. RP Plus. Rencontre. Découverte. Reportage. Très belle matinée, merci d'être avec nous, merci d'être là, on est ensemble jusqu'à 9h sur votre radio préférée avec Mike Pérez. On va parler sport automobile ce matin et cette semaine, ça va être assez tendance, mon cher Mike. Et pour ce faire, nous recevons ce matin Daniel Gay. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Merci d'être là. Écoutez, c'est un plaisir. Comment ça va? Ça va fort bien, ça va fort bien. Il cache sa joie, En fait, je me sens un peu stressé parce que je sais que dès jeudi, là, ça va être chaud patate
pour toi, hein, comme on dit. Hein. Ouais, tout à fait, parce que le rallye commence jeudi, donc demain on a des reconnaissances qui seront aux îles Canaries, hein, à Las Palmas, dans l'île. Donc après l'émission, il part directement vers les îles Canaries. C'est ça. Voilà, je prends l'avion et on se retrouve là-bas, ouais, tout à fait. Waouh. Quel événement, ça c'est un gros événement. Alors pour celles et ceux qui connaissent un peu le milieu d'automobile, ça doit leur parler, mais il faut qu'on parle aussi à celles et ceux qui, comme moi, connaissent pas forcément tous ces rouages du sport automobile. Les îles Canaries avec ce rallye très important. Oui, parce que Daniel, il a goûté aux joies du rallye depuis quelques années maintenant, en disputant des manches ici du championnat de Suisse. Il y a eu le Monte-Carlo déjà en 2025, il y a un peu plus d'une année. C'était aussi une manche du WRC. Ouais, voilà. Et là, en fait, il y avait l'envie pour toi de retourner encore une fois sur une manche du championnat du monde de WRC. Donc voilà, le choix s'est porté cette année sur les Canaries, le rallye Islas Canarias. Et voilà, tu vas y prendre part cette fin de semaine, avec toujours cette envie, c'est de prendre du plaisir, de s'amuser, et puis de vivre une expérience aussi aux côtés des meilleurs pilotes du monde. Oui, c'est tout à fait un rêve de participer à une manche du championnat du monde, parce qu'on côtoie tous les meilleurs pilotes du monde, les pilotes d'usine. Donc c'est vrai que c'est un rêve qui se réalise. C'est un peu comme si demain on me disait que j'allais faire un Grand Prix de Formule 1 à côté de Max Verstappen ou bien d'Hamilton ou de Leclerc. Ouais. Voilà, c'est quelque chose d'unique, et puis qu'on peut se permettre de faire un rallye, mais que en monoplace on peut pas se permettre, hein, je veux dire. Ouais, c'est la particularité de ce sport. Tu prends l'exemple de la Formule 1, moi j'irais même plus loin. C'est comme si tu pouvais jouer un match de foot avec Lamine Yamal et Kylian Mbappé, en fait. C'est ça. C'est un peu ça. Tu côtoies les meilleurs de ce sport, le champion du monde en titre qui sera là, Sébastien Ogier. Tu côtoies en fait, ce qui se fait de mieux. Et ça, quand tu es un amateur, c'est juste génial. Oui, c'est un rêve de voir tous ces gens-là, de pouvoir les discuter avec eux, les aborder. Donc, et puis les pilotes d'usine Hyundai sont juste à côté de nous, donc je les connais bien également. Donc c'est un plaisir de pouvoir un peu discuter de rallye avec eux. Et puis voilà, c'est motivant d'essayer de se donner, de faire une bonne performance quand même pour ce rallye. Et psychologiquement, on se prépare comment à un événement comme ça? Physiquement aussi, parce que c'est du sport derrière, ça, c'est pas juste conduire. Hein. Non, c'est clair que ça fait un mois qu'ils boivent pas. Voilà. Les chions, ils boivent pas. Non, toujours avec modération. Hein. C'est clair que on fait vraiment attention. Un mois avant, je me prépare vraiment. Physiquement, j'en fais toute l'année, mais disons que vraiment j'essaye d'en faire plus. Et puis je fais attention à mon hygiène de vie. C'est strict. Hein. Le soleil, le sommeil et tout. Donc voilà, c'est important pour être bien de ma tête, bien concentré. Et puis on passe des heures donc du matin au soir, on est dans la voiture. Donc être quand même d'être physique. On comprend. Forme, voilà. Et il y aura plein de monde qui va venir aussi te suivre et t'encourager. Ça, c'est aussi quelque chose d'important pour toi, c'est de voir le soutien, l'engouement qu'il y a autour de toi. Alors évidemment, il y a ton épouse, il y a tes proches qui vont être là, mais tu sens qu'il y a ce soutien des tiens. Oui, tout à fait, parce que je serai le seul représentant suisse à ce rallye. Donc c'est clair que j'ai des supporters qui viennent sur place. Donc pour moi, c'est quelque chose aussi de motivant, de savoir qu'on se sent soutenu et puis d'avoir ces gens derrière nous, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Daniel Guay là maintenant on peut parler de quelques heures finalement de cette course. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Écoutez, que je rallie l'arrivée, et puis si on pouvait finir dans les 50 premiers, en sachant que on est 70 quand même, c'est au championnat du monde, c'est maximum 70 participants, donc on est quand même déjà trié au départ. Donc si je finissais dans les 50 premiers, ça serait déjà un bon résultat, et puis je serais très satisfait. Puis je vais essayer de m'améliorer au fil du rallye, et puis pourquoi pas faire un temps vraiment un temps peut-être dans les 30 premiers, on ne sait pas quoi, vraiment
me sortir un gros quoi de Noël, quoi. Ça serait cool, quoi. Bon, on le souhaite en tous les cas. Ouais, mais arriver, c'est le plus important. Ouais, oui. Ça reste l'objectif principal. Que tout se passe bien. Maintenant, nous en reparler après alors. On fait ça? Ah bah ouais, alors volontiers. On fait ça aussi, et puis pendant aussi, puisque. Oui, on fera un petit point pendant la semaine. Ouais, effectivement, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Daniel Gué. Tout de bon pour toi alors. Et puis, moi j'espère que tu seras dans les 20 premiers, pas les 50. Merci Philippe. On va essayer. C'est le but, sinon tu reviens pas ici. Donc, Ouais, c'est par vite. contre, on dit rien à ma femme parce que sinon elle va transpirer. Là. Bienvenue dans le Mourak Show. DAB+. Bonjour Pal. Mais bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Découvrez le monde de la télé avec Pal de Gomme. Pal de Gomme, aujourd'hui et cette semaine, tu vas nous parler de 2 BD. On commence par celle que tu nous présentes aujourd'hui. Tu m'as dit que c'était une grande BD. Ça veut dire que elle mesure combien? C'est une grande BD dans tous les sens du terme, parce qu'en même temps, c'est tiré d'un grand film. Pour moi, c'est un des plus grands films que j'ai vu en étant enfant, qui était Le Nom de la Rose. Et c'est d'après en fait le roman de Umberto Eco, et c'est Milo Manara qui l'a dessiné et vient de sortir aux éditions Glénat. C'est un diptyque. Ça veut dire que cette bande dessinée, il l'a fait en 2 volumes. Et c'est vrai que, comme je disais, pour moi, c'est le plus grand film que j'ai vu quand j'étais enfant. C'est un film qui est sorti en 1986. C'était avec le grand Sean Connery dans le rôle principal de Guillaume de Ferquil. Oui, bien sûr. Et en même temps, depuis des années, je rêvais en fait de pouvoir lire ce grand film en bande dessinée. Et c'est vrai que j'ai même rêvé une fois de dessiner. J'ai même rencontré une fois Jean-Jacques Hano pour lui en parler. Et quelques années après, en même temps, c'est vrai que c'est magique. C'est que Le Nom de la Rose est sorti en bande dessinée avec Milo Manara. Et Milo Manara, c'est un des plus grands dessinateurs de bande dessinée italien, et en même temps c'est à lui qu'on doit toutes ces belles pin-up. D'accord. Et c'est vrai que quand lui, en fait, le film était tourné autour de Sean Connery, c'était lui qui avait le rôle principal, et en fait Milo Manara a donné en fait les traits à Marlon Brando justement à cette bande dessinée. D'accord. Et toi qui as vu le film et que tu as adoré le film, on l'a bien sûr compris, le retrouver en bande dessinée finalement, quelle est la différence et quel est le rapport et quel est l'autre plaisir finalement? C'est redécouvrir le film ou l'histoire en quelque sorte, c'est ça? C'est un peu les deux, c'est-à-dire que en même temps c'est vrai que j'en rêvais, parce que si on veut, on peut dire que la bande dessinée, c'est un peu du cinéma, c'est-à-dire qu'on lit case après case. Au lieu d'avoir le film devant nous, en fait, on a nos voix dans la tête qui se promènent au fur et à mesure qu'on lit les cases. Et c'est vrai que j'ai eu énormément de plaisir, j'ai eu plein d'émotions de relire en fait ce diptyque, ces deux bandes dessinées. Et en pour expliquer en fait l'histoire, ça se passe en 1326 dans une abbaye bénédictin au nord de l'Italie, où d'un seul coup il y a plusieurs morts qui sont retrouvés. Donc le frère Guillaume Basquezville et son jeune en fait secrétaire Azzo de Mex, ils vont mener enquête. Et c'est vrai que ce qui est fantastique, c'est que je vous parlais de Milo Manara, il a réalisé cette bande dessinée. C'est un thriller médiéval. Il y a du mystère autour d'une bibliothèque où en fait il y a des livres qui sont interdits. Parce que c'est vrai que l'Église cachait beaucoup de livres. Et là, en même temps, il y a des livres par rapport à ces livres. Et c'est vrai que quand on prend ces 2 bandes dessinées, ça fait quand même plus de 120 pages dessinées pour ce grand film. Ouais, c'est magnifique, on l'a bien sûr compris. D'où l'expression tout à l'heure, une grande bande dessinée à découvrir. Ah oui, c'est ça. Parce que pour moi c'est impressionnant, parce que Milo Manara, je crois rien ne l'arrête. Il a réussi à faire tout ce qu'il voulait. Et en quelques mots, pour ceux qui connaissent pas Milo Manara, c'était quand même un des disciples, un des élèves d'Hugo Pratt, le grand dessinateur de Corto Maltese. Voilà, effectivement, quelques belles références qui viennent d'être données. C'est sorti chez qui? Alors c'est sorti aux éditions Glénat. C'est chez Glénat et c'est disponible évidemment dans toutes les bonnes librairies à partir de maintenant. Merci Pal de Gomme de nous avoir fait envie de découvrir ce bouquin. On va se retrouver cette semaine avec d'autres livres à découvrir, une autre grande bande dessinée apparemment. Ah oui, cette semaine c'est que des belles bandes dessinées, des grandes bandes dessinées qui nous font rêver. Très bien, à très vite alors. Au revoir Pal, belle journée. Bye bye. Merci Pal, que vous retrouvez évidemment également en podcast sur Formida+.
Bienvenue dans le Mourak Show. Les sujets de Mike Pérez. De retour sur Terre pour la mission Artemis, on en parle avec Mike Pérez. Alors l'équipage a proposé de baptiser un cratère lunaire du nom de Carol, en hommage à l'épouse de Ray Wiseman. C'est un geste intime, bouleversant, mais au cœur d'une mission historique. Ça, c'était vraiment une volonté de la part de l'équipage. Ensuite de quoi, ils ont décrit en fait ce paysage presque irréel de cette face cachée de la Lune. Tu sais, elle fait un peu fantasmer quand même cette face cachée de la Lune. Bah oui. Il y a même Pink Floyd qui en a fait une chanson, The Dark Side of the Moon. Et les ovnis vont se cacher derrière ou pas? Oui, c'est vrai que tu te dis, ces quatre-là, ils ont eu une chance extraordinaire. Hein. Bah ouais. Alors quand je dis chance, c'est pas tombé du ciel, c'est le cas de le dire. Oh, si. Ils ont travaillé pour, mais ce qu'ils ont vécu là-bas, ça doit être quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et flippant en même temps. Oui, mais eux-mêmes l'ont dit, ils ont vu des choses, des reliefs lumineux, des cratères saisissants, et cette lune que tu crois connaître quand tu l'observes comme ça au loin, quand tu as la chance de pouvoir la voir de plus près, effectivement tu dois déceler et sentir des choses qui sont complètement différentes. Tu sais qu'à bord, ils avaient embarqué une peluche qui s'appelait Rise. C'est une petite peluche qui en fait servait d'indicateur de microgravité. En fait, ça permettait de voir quand est-ce que tu étais justement dans l'espace, donc quand tu étais en apesanteur. Et du moment que cette peluche posée à un endroit commençait à s'élever toute seule, ça voulait dire qu'effectivement tu étais dans l'espace. C'est assez marrant de se dire, on utilise un objet tellement basique pour savoir si effectivement tu es en apesanteur ou pas. Je trouve ça assez marrant. Et puis dernière chose, parce que tu sais qu'on aime bien parler nourriture dans cette émission tout le temps. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont mangé l'équipe du Hansa Typique, non? C'est ce qu'on avait dit, non? C'est ça? Alors non. Alors pas eux en l'occurrence quoi. Mais ils ont embarqué plein de choses différentes, que ce soit des tortillas, des quiches, des pâtes, des cookies, des smoothies. Mais tu te rappelles, effectivement, on avait évoqué le fait que dans toute mission spatiale, quelle qu'elle soit, tu vas tenir compte de 2-3 choses, et notamment le fait que justement, comme tu es en apesanteur, tu manges tout ça sous forme de gourde, finalement, pour pas en mettre un petit peu partout. Ouais. Donc voilà, ils ont quand même trouvé un peu de réconfort au niveau de leur alimentation. Et voilà, donc cette mission qui va certainement en appeler d'autres, elle a battu un record, celui effectivement du voyage le plus lointain qui a été fait jusqu'à présent. Mais voilà, peut-être qu'on aura bientôt Artemis 3, 4, 5. C'est appelé à venir au cours des prochaines années, et on va certainement encore découvrir de très belles choses. Mais mis à part le fait d'aller voir s'il se passe quelque chose là-bas derrière, elle servait à rien d'autre cette mission. Alors elle permet de faire avancer quand même, effectivement. Bien planté. Oui. Depuis le temps. Après, on va soulever les théories complotistes. Voilà. C'était pas le but. Est-ce que ce drapeau a bel et bien été planté un jour là-bas? Bon, très bien. En tout cas, tout s'est bien passé et c'est tant mieux, effectivement. Et c'est vrai que ça fait un peu rêver, ces histoires dans l'espace. Merci, Mike Pérez. Bienvenue dans le Mourak Show. Bonjour, Vanny. Bonjour Philippe, c'est un plaisir de te retrouver et de retrouver les auditeurs d'ailleurs. Bah ouais, c'est la rentrée. De Vanille. La chronique de Vanille. Pour cette première chronique de la rentrée et de la semaine, on va faire un petit tour, d'après ce que j'ai cru comprendre, du côté du Valais, c'est juste? Exactement, pour ce lundi 20 avril, je vous propose de repartir en Valais parce que c'est le retour, Philippe, du printemps des petites Arvines à Fuilly. C'est un événement vraiment à part, presque confidentiel, mais qui est profondément ancré dans le terroir. Alors ici, il n'y a pas de grand salon, pas de mise en scène. On est dans le partage pur et dur. Les vignerons vont se retrouver aujourd'hui. Chacun amène ses bouteilles, ses coups de cœur et on s'assoit ensemble autour de la table. Alors parmi eux, il y a des noms qui comptent vraiment dans le paysage suisse, comme Marie-Thérèse Chapa, Gérard Dorsat ou encore Caroline Frey. On parle ici de Petite Arvine, ce cépage emblématique du Valais, tendu, salin, précis. Et autour du vin, tout est pensé pour créer un moment, un menu imaginé par des chefs valaisans, des produits de saison et une atmosphère tout simplement simple et sans artifice. Et c'est ça qui est beau dans ce type d'événement,
c'est que le vin retrouve vraiment sa place. C'est pas un produit, mais c'est un lien. Alors aujourd'hui à Fuy, ce n'est pas juste une dégustation, ça va être une célébration de ce qui nous rassemble, un terroir, une passion et bien sûr des gens. Et j'ai l'honneur d'y être invitée, donc promis, je vous raconterai comment c'était puisque ça commence tout à l'heure. Ah bah oui, bah, je compte sur vous. Hein. Dis donc, commencez bien la semaine, hein, Vanille. Hein. Ah bah c'est un très bon lundi, j'ai envie de dire. Hein. Ah bah oui, alors profitez bien. Très bien. Puis, effectivement, les petites Arvines, et puis vous avez cité des noms comme Marie-Thérèse Chapa. Enfin franchement, là, vous avez mis la barre très très haut, comme on dit. Je suis chanceuse. Oui, effectivement. Bon bah alors, on compte sur vous pour nous raconter cette épopée en Valais. Promis Philippe, j'espère vous rapporter une petite bouteille. Hein. Ah, Rien, mais... alors là, si vous me prenez par les sentiments, on va pas s'en sortir. Merci beaucoup. Alors santé puis prudence sur la route. Hein. Merci beaucoup, promis. Bienvenue dans le Mourak Show. Les coups de cœur, gastronomie. Les coups de cœur, les coups de cœur. Alors Knut, on parle de quoi pour commencer la semaine et qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ou cette semaine? Alors, on va parler d'un petit restaurant que j'aime beaucoup qui se trouve à Launay, près de Morges. Oui. Et c'est un restaurant qui fête ses 20 ans cette année. C'est pas le restaurant qui fête ses 20 ans, c'est le chef qui fête ses 20 ans sur place. Le chef s'appelle David Grapp. Et il y a 20 ans exactement, il reprenait cette micro-auberge de charme qui avait déjà connu le succès avec Guillaume Trouillot. Auparavant, Guillaume Trouillot, un restaurateur, un chef qui avait fait parler de lui beaucoup, qui avait passé à la télévision, dont j'ai un petit peu perdu la trace. Mais enfin, David Grapp, lui, continue à vivre sa vie avec beaucoup d'enthousiasme dans cette petite auberge. Et puis, je dois dire qu'on ne se lasse simplement pas de ses joues de cochon confit, de ses souris d'agneau fondantes et de ses cailles désossées. Et si on préfère, mais il y a aussi des poissons du lac. Donc c'est un très très bel endroit. Mais enfin, cette année, anniversaire un peu mal commencé pour l'auberge du Mont-Blanc parce que depuis 15 ans, David Grapp travaillait avec Christophe Derosier, qui était son ambassadeur en salle, un grand professionnel qui mérite un hommage parce que, il est subitement décédé, ce qui est évidemment assez dramatique et je crois que David Grapp est très très ému, très touché, très bouleversé par ce fait. Néanmoins, c'est comme toujours, il faut que les choses avancent. Donc David Grapp a rebondi, il a trouvé une jeune femme pleine d'énergie qui virevolte entre les tables de cette petite auberge avec beaucoup d'attention. Et puis ainsi le Mont Blanc demeure l'adresse gourmande et accueillante qu'elle est depuis 20 ans grâce à David Grapp. On rend donc hommage à Christophe Derosier et on félicite David Grapp de poursuivre sur sa lancée. On l'espère aussi, bien évidemment. Et ça se passe à Launay. C'est vrai que c'est très joli, c'est très charmant cette petite auberge. C'est très charmant. Seul problème pour se parquer, c'est ça. Un petit peu tourner. Mais on finit toujours pas. Enfin, moi, je l'ai toujours trouvé. Bon, bah écoutez, merci pour ce coup de cœur et cette bonne adresse à retenir à Launay, chez les fourmis. C'est comme ça qu'on les appelle, hein, les habitants de Launay. Ça, je ne le savais pas. Ah bah voilà. Je ne pense pas habituellement. À mon tour de vous apprendre quelque chose, mon cher Claude. Merci. On vous souhaite un bon appétit, on vous souhaite une belle journée. On se dit à demain. Au revoir, Knut. Avec plaisir. Bienvenue